Bonjour, je m'appelle Mark Downs. Et sur ces étangs, je vous propose aujourd'hui de pêcher au waggler. J'avais l'intention de vous montrer d'abord le matériel que j'utilise, mais finalement, j'ai eu envie de commencer à pêcher tout de suite. Ça, on dirait que c'est une carpe pas vilaine du tout. Pour l'instant, je pêche avec un waggler très léger en plume de pan. Il ne prend qu'une plombée de 3 bébés, que j'ai placé pour l'essentiel juste sous le flotteur. Si vous voulez bien, on verra un peu plus tard les détails du montage, mais pour l'instant, j'essaie de prendre les poissons qui sont en train de monter vers la surface. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de nuages. L'eau est encore très chaude. Durant ces journées d'été, les poissons se jettent sur l'amorce dès qu'on l'envoie. Et on a souvent du mal à s'arrêter tellement on en prend. Ah, celui-ci... Oui, il n'a pas trop l'air d'avoir envie de sortir. Le départ de ces poissons est extrêmement puissant. Il faut faire attention de ne pas se faire surprendre. Il faut desserrer le frein, sinon on risque d'avoir des surprises. Il faut leur laisser le maximum de champ possible. La canne que j'utilise là est très souple, et comme ça, une bonne partie du choc est absorbée par la canne. Ici, il y a, je crois, en tout 5 étangs. C'est un coin idéal. En fait, on y a surtout mis de la carpe. Mais il y a aussi des tonnes de gardons. Et même quelques grosses tanches. J'en ai vu des énormes. Mais je trouve que la carpe, c'est plus intéressant et plus mouvementé. On y arrive. Voilà déjà le waggler. Le montage que j'utilise ici est assez léger. Le corps de ligne, c'est une maxima de 10 centièmes. En eau calme, j'utilise toujours les maxima. Aujourd'hui, il y a un peu de vent. Il faut maintenir la ligne sous l'eau afin d'éviter que la bannière ne soit agitée. Mais d'habitude, elle flotte sur l'eau. Bon, ça va y être dans une minute. Sur la ligne, la plombée est très légère. Pour l'instant, j'ai une profondeur de 2 mètres à peu près. Et le poisson nage à peut-être 1 mètre de la surface. Voilà, c'est presque fait. Il est fatigué. Maintenant, je vais laisser la canne faire le travail. Je ne crois pas qu'il puisse insister. Cette fois-ci, ça y est. Je laisse la canne faire le travail. Il faut être patient puisque ce n'est pas un concours. On prend son temps pour profiter du paysage et de chaque poisson. Voilà, il vient. Ça va y être. On dirait une carpe miroir. Il faut surtout pas trop se presser de les mettre dans l'épuisette. Il faut s'assurer avant qu'ils sont bien prêts à aller dans l'épuisette afin d'éviter le coup de rein qui peut être fatal. Ils ont toujours un sursaut quand ils voient l'épuisette et ce n'est pas rare qu'ils arrivent à se décrocher. Voilà, il vient, il faut avancer l'épuisette tout doucement et amener le poisson sur l'épuisette. Mais surtout pas l'épuisette sous le poisson. Elle doit faire 1,5 livre, peut-être 2 livres. Bon, voilà, il vient. Dès que la tête sort de l'eau, essayez de la conserver comme ça. Et voilà. Un très beau poisson. Une miroir, 2 livres ou pas loin. Les hameçons sans ardillon se détachent facilement. C'est un super poisson, hein. Regardez-moi ça. Comme il est musclé. Avec cette technique de pêche, le secret c'est qu'il faut amorcer en permanence, à chaque lancer. Comme ça fait monter les poissons en surface. Alors bien sûr, comme je viens de ramener un poisson, il y a des chances pour que le coup soit un peu déserté pendant quelques minutes. Il faut donc prendre le temps d'amorcer. Vous avez vu le lancer et impulsion. Remarquez que j'utilise un flotteur très léger, attaché uniquement à la base. Comme ça, on risque pas trop d'avoir une perruque à condition qu'on freine le flotteur juste avant qu'il ne touche l'eau.
de manière que la plombée s'étale tout droit derrière lui. Avec cette plombée très légère, ça descend tout en douceur. Et si on a pris soin d'amorcer en permanence, 10 ou 20 asticots à chaque fois, l'hameçon descend dans un nuage d'amorce. Et de cette façon, le poisson remonte, se met à tourner autour de l'amorce et finalement se jette dessus pour la nettoyer. Ça, c'est pas une carpe, hein. Ça fait un sacré contraste. Un petit gardon. Le propriétaire de ces étangs m'a dit qu'il n'introduisait jamais de petits poissons comme ça. Et ces étangs sont ouverts à la pêche depuis environ 2 ans. Il est donc clair que ces gardons sont nés ici. Je diminue un peu la profondeur, parce que les poissons se mettent à remonter rapidement. La profondeur est d'environ 2 mètres et je vais pêcher à environ 1,50 m. J'ai commencé à 2 mètres, mais au fur et à mesure que le poisson s'est mis à monter, j'ai réduit. Et je continue à amorcer. Vous remarquerez que j'utilise un moulinet à bout, un Abou 501. Un moulinet capoté, c'est mieux pour ce type de pêche. Il est rapide, pratique, il suffit d'appuyer sur le bouton pour libérer la ligne. Il est idéal pour les petits flotteurs à petite distance. Mais quand on pêche plus loin, et tout à l'heure on va lancer plus loin un gros waggler, il est préférable d'avoir un moulinet non capoté. C'est meilleur pour le lancer. Mais pour les petites plombées, 3 bébés, 4 bébés, disons jusqu'à 3 AA, celui-ci est parfait. Ah, j'ai manqué une touche. Maintenant, il y a pas mal de poissons dans l'eau. Vous voyez, j'utilise ce bon vieil asticot. Le pain quotidien du pêcheur, si j'ose dire. Sur un étang comme celui-ci, il faut compter 1,5 litre ou 2 litres pour une pêche de 5 à 6 heures. Il faut amorcer surtout au début. Lorsque le poisson s'est bien installé et qu'il est près de la surface, on peut réduire les envois et ne distribuer qu'une dizaine d'asticots à chaque fois. Mais bien sûr, quand le poisson est en surface, on arrive à manquer pas mal de touches. Du moins, jusqu'à ce qu'il soit bien en confiance. Non, ça y est. Ces étangs, c'est idéal pour apprendre à pêcher. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoliers qui tentent leur chance. En fait, je crois que c'est le premier jour des vacances d'été. Et ici, tout le monde attrape quelque chose. Tout le monde prend un peu de poisson. Il n'est pas nécessaire de se ruiner pour l'amorce. Moi, bien sûr, je suis un pêcheur de concours et j'ai toujours 1 ou 2 litres d'asticots, 1 litre de castor et d'autres amorces. Mais les enfants se débrouillent avec un peu de maïs, un peu d'amorce du commerce, s'ils veulent prendre des carpes, ou même simplement du pain. Ça coûte pas cher. C'est vraiment un étang idéal pour acquérir de l'expérience. On prend toujours un peu de poisson, ce qui permet de bien maîtriser le matériel, d'apprendre à travailler le poisson. Et aussi, c'est important, à respecter le poisson. Et c'est l'occasion d'apprendre à se servir du dégorgeoir pour décrocher l'hameçon sans blesser le poisson. Autre chose aussi, les bourriches sont interdites ici parce que c'est souvent dans la bourriche que le poisson est blessé. Les gens pêchent dès le matin et ils conservent le poisson toute la journée. Et c'est pourquoi le propriétaire les interdit. Moi, j'en ai pris une pour que l'on puisse faire le bilan de ce qu'on aura pris. Et toujours, j'amorce en continu. Bon, le poisson apparemment nage à une profondeur de 1,50 m et ne veut pas venir plus en surface. Et c'est pourquoi c'est là que je pêche pour l'instant. Ce que j'ai remarqué, c'est que le poisson ne prend que les appâts qui sont en train de descendre. Et il refuse les appâts qui sont immobiles. Oh là là, quel choc! Je venais juste de lancer ma ligne et d'amorcer avec une poignée d'asticots. Encore une petite carpe. Et c'est là qu'il faut laisser la canne faire le travail. Oh, ce n'est pas un gros poisson, peut-être 250 grammes. Mais le départ initial est très brutal. Il prend 4 ou 5 mètres de ligne et impossible de l'arrêter. Si on pêche avec une ligne d'1,5 livre, ça risque de casser. C'est pourquoi il faut une canne très très souple.
Ah. Il y a ici un type spécial de carpe hybride, on l'appelle carpe fantôme. C'est une carpe hybride, un croisement entre une carpe coille et une carpe cuir ou une miroir. Et ce sont de sacrés combattants. Hein. Elle est peut-être plus grosse que je ne croyais. Ah, une miroir. En douceur, et voilà, ça y est. Aujourd'hui, je pêche avec un seul asticot. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous comprenez, j'amorce en continu et j'utilise un hameçon très très léger. C'est un Tubertini série 2. Il est extra pour l'asticot. C'est un 20 et il descend très doucement dans l'eau. Et justement, je veux prendre le poisson à la descente. C'est tout le but de la manœuvre. Et pour ça, les grosses hèches ne conviennent pas. Oh là là, eh bien, on risque pas de s'ennuyer. On dirait que celui-ci est un peu plus gros. C'est un hameçon très léger et une hèche légère aussi. Et comme ça, à la descente, la présentation est plus naturelle. Un est un peu plus gros. Lui aussi, il va se cacher dans ce coin. Ici, je suis installé sur un petit îlot et il y a beaucoup d'eau sur la gauche. Et si le poisson décide d'aller s'y réfugier, j'ai beaucoup de mal pour l'en sortir. Avec cette méthode de pêche, on rassemble des masses de poissons sur le coup. Alors on en prend 3 ou 4 à la suite. Après, il faut attendre 10 bonnes minutes pour qu'il veuille bien mordre à nouveau. Cette canne est fabuleuse. C'est une canne à action de pointe. Elle est assez souple jusqu'au milieu. Ça permet d'absorber parfaitement le choc du départ. Hein, ça, on dirait... C'est peut-être bien une carpe cuir, c'est pas impossible. Je pêche à 2,5 fois la longueur de ma canne. Mais par beau temps, avec un grand soleil, il n'est pas impossible de prendre les carpes près du bout de la canne. Je dois vous avouer que si c'était un concours, cette carpe serait déjà dans l'épuisette. Mais sur cet étang, il n'y a pas de concours. S'il y en avait, pour gagner en 5 heures, il faudrait prendre au moins 50 kilos de poisson. Allez, il nage en cercle. On constate assez souvent, lorsque le poisson vient prendre l'èche, qu'il se détourne juste au moment de la prendre. C'est fréquent avec la carpe. Elle est souvent piquée dans le coin de la bouche, et ça rend beaucoup plus difficile le contrôle sur le poisson. C'est pas un gros poisson, il n'arrête pas de faire des cercles. C'est pas impossible qu'il soit piqué dans le coin de la bouche. Il va finir par se fatiguer. Allez, sors ta tête de l'eau. Ah oui, il est bel et bien piqué sur le côté, hein. Il est plus gros que je ne croyais. Allez. Vous voyez ces remous? Nom d'un chien. C'est bon. En fait, il est piqué dans la bouche. Ah non, c'est sous la bouche qu'il est piqué. Vous voyez en dessous? C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas sortir la tête. Quand ils sont bien piqués dans la bouche, on leur sort bien la tête de l'eau sans problème. Il ne risquait pas de se décrocher car le dessous de la bouche est très osseux. En tout cas, c'est un beau poisson. Encore une miroir. Elle a simplement une rangée d'écailles sur le côté. Bien, maintenant, on va voir de plus près la canne et le moulinet. Cette canne, c'est un modèle assez récent. C'est une Browning. En fait, c'est un prototype que je teste aujourd'hui. C'est un modèle à action parabolique.
Elle est conçue pour les bas de ligne légers, 4, 5 et 6 centièmes. Et en outre, pour aujourd'hui, elle est parfaite parce qu'elle amortit le choc de départ. Elle a un sillon très fin et des anneaux en chrome très durs. Moi, je préfère ça, je préfère les anneaux en chrome. Je sais que beaucoup de pêcheurs ne jurent que par les anneaux en céramique, mais chacun ses goûts, hein. Le moulinet, c'est donc un modèle capoté, vous vous doutez à son aspect. Je retourne la canne, et il n'est pas très jeune, il doit avoir pas loin de 15 ans maintenant. C'est un Abou 501. À cette époque, les moulinets capotés n'étaient pas très nombreux sur le marché. Il y avait le Daiwa, le Dean, le Seal Steel. Aujourd'hui, tous les fabricants en proposent. Moi, j'aime bien ceux-ci, j'y suis habitué depuis des années, et ils me conviennent bien. La manœuvre est simple, il suffit d'appuyer sur le bouton, sur la bobine, pour libérer la ligne. Ensuite, on lance et on tourne la manivelle, et on récupère la ligne. Et aussi, on peut tourner à l'envers pour donner du fil. Si on accroche un gros poisson, ça peut être utile, en particulier pour ces carpes si vives et vindicatives. Cependant, sur la plupart des modèles que l'on trouve aujourd'hui, on ne peut pas tourner à l'envers. Il y a une petite butée à l'intérieur qui empêche le mouvement et qu'il faut enlever soi-même, ou demander au marchand de le faire. Bon, maintenant, on va voir la ligne. Bien, d'abord le flotteur. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un waggler en plume de paon. Un corps assez court avec une antenne épaisse. C'est aussi une plume de paon. Celui-ci est peint en orange. En général, je préfère les flotteurs orange. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois l'orange bien mieux que les autres couleurs. Enfin, on trouve des flotteurs à antenne jaune ou rouge, et lorsque l'on pêche dans une eau de couleur blanche, il vaut mieux colorer le flotteur en noir. Aujourd'hui, un flotteur orange est beaucoup plus visible. Bon, très simplement, il est fixé en position, je le démonte, par une attache de waggler en silicone. Le waggler se termine par un petit goujon cranté que l'on enfonce dans le tube et c'est fixé. Voyez-vous ? Si le vent se lève et qu'il faut monter un flotteur plus gros, il suffit de tirer celui-ci comme ça et d'enfoncer l'autre et de changer la plombée. Ce flotteur prend une plombée de 3 bb. Juste autour du flotteur, j'ai l'équivalent de 2 bb et demi. Il s'agit de plombs non toxiques. Moi, j'utilise les plombs Encore. Ici, j'ai 2 bb et un numéro 1 pour maintenir le flotteur en position. La marque Encore, pour moi, je trouve que c'est plus économique. Les plombs sont en boîte distributrice de 8 grosseurs. Et c'est très intéressant. Lorsque le plomb était autorisé, on achetait les Swan, les AA, les BB. Mais aujourd'hui, on a aussi les AB, intermédiaires entre les BB et les AA, et également les SA, intermédiaires entre les AA et les BB. Donc, avec ça, on a une variété plus grande de plombs. Ils sont aussi performants que les autres non toxiques. Alors, plus bas sur la ligne, je vais retendre un peu, le montage a une longueur d'environ 2 mètres. La plombée est extrêmement simple. J'ai 3 numéro 9, régulièrement espacés sur les 2 mètres. Il y en a un à environ 75 cm sous le flotteur, un autre à 1,50 m et encore un à 45 cm au-dessus de l'hameçon. Comme je l'ai dit, c'est un Tubertini série 2 de taille 20. Ce sont des hameçons très légers et très fins, à courbure assez arrondie. En fait, ce sont des hameçons nickelés. Je les utilise déjà depuis quelques années. Ils sont à la fois très solides et extrêmement fins. L'ardillon aussi est très très fin, mais comme bien sûr sur un étang comme celui-ci l'ardillon est interdit, je l'ai coupé avec des tenailles. C'est un excellent hameçon pour la carpe, vraiment parfait. Il est attaché à un monofilament de 10 centièmes d'une résistance de 1,8 livre et d'une longueur de 40 cm. Un montage très simple. Comme le poisson remonte vers la surface, je fais glisser le flotteur progressivement sur la ligne pour chercher la bonne profondeur.
L'èche qu'il faut pour ce type de pêche, c'est tout simplement l'asticot classique, celui qu'on achète dans les boutiques de pêche. Bon, je pose la canne. Mais avant d'aller plus loin, on va parler un peu des wagglers que l'on peut trouver. Celui-ci, c'est l'ancêtre de tous les wagglers, ce type de modèle convient pour pêcher la carpe à une grande distance. Mais pour vous montrer les différences, je les sors de la boîte au hasard. Ça, c'est un petit modèle en balsa qu'on utilise pour pêcher près de la rive. En fait, on pourrait parler des heures de waggler, mais aujourd'hui, on va en utiliser deux types différents. Le premier, c'est celui qu'on a vu pour pêcher à courte distance. Et maintenant, on va voir un waggler de taille moyenne, adapté pour une distance nettement plus grande, avec de l'amorce en petite quantité, et on va voir aussi le montage qui convient pour ça. On va examiner tout ça en détail, on va commencer par le flotteur. On parlera aussi de celui-ci, mais tout à l'heure. Le flotteur que je vais monter tout de suite est un Tubertini de 6 grammes. C'est un flotteur lesté, ce qui signifie que je vais mettre un minimum de plomb près de la base. Ça évite d'user la ligne. Aujourd'hui, de nombreux fabricants proposent des flotteurs lestés. Midi, Peter Drennan, presque tous en vendent à l'heure actuelle. Ces flotteurs sont très intéressants dans la mesure où les plombs sont maintenant interdits et qu'il est préférable d'utiliser très peu de lest non toxique car ils entraînent une usure de la ligne. Sur un flotteur comme celui-ci, quand on regarde de près, on peut lire Tubertini 5+1. C'est-à-dire que la base du flotteur est chargée de 5 grammes. Pour que le flotteur se redresse complètement, il faut 1 gramme. Et dans la boîte de plomb que je vous ai montré tout à l'heure, on a des plombs AA de 0,8 g. Donc, le flotteur peut prendre un AA et peut-être un BB ou un numéro 1. Mais bien sûr, ce n'est pas une science exacte, il faut toujours adapter un peu. Un autre flotteur que je tiens à vous montrer, c'est encore un Tubertini, lesté à la base, mais sur celui-ci, le lest peut être ajusté. En dévissant la base du flotteur, il faut dévisser la base du flotteur, hein, la ligne passe par ici, dans cet œillet. Ah, le bébé. Le lest de plomb, parce que le plomb est autorisé dans la mesure où il est partie intégrante du flotteur, alors il vient s'adapter sur cette partie. Donc, si on souhaite lester le flotteur de l'équivalent de 3 AA, il suffit de placer l'équivalent de 2 AA sur la base et de bloquer de cette manière. Comme ça, on peut répartir un poids équivalent à ce plomb sur la ligne, que l'on divise en général en numéro 6 et en numéro 8. C'est vraiment très ingénieux et je suis certain que d'ici quelques années, on trouvera de plus en plus de systèmes de ce type sur le marché. Enfin, aujourd'hui, on va utiliser ce flotteur. On peut donc tout de suite le monter sur la ligne. Bon, vous remarquerez que j'utilise cette fois un moulinet différent. Comme je disais tout à l'heure, quand on pêche au waggler à grande distance de la rive, le moulinet capoté pose problème. Mais il vaut mieux un modèle non capoté. Celui-ci est un Browning 810. C'est en fait un moulinet non capoté classique, mais avec une particularité. Comme ça, vous allez mieux voir. Ici, la bobine, et il y a bien sûr un pick-up. Ici, l'anti-retour. Mais l'originalité, c'est cette partie lisse, cette partie assez large. Elle va nous être vraiment très utile. Lorsque se produit le départ du poisson et que la bobine récupère le fil, il suffit de laisser courir le doigt, l'index, sur cette partie plane pour bien contrôler le mouvement du poisson et c'est parfait pour pêcher à grande distance. Et maintenant la canne. Elle ressemble à la précédente, elle est seulement plus puissante. Son aspect est très proche de celle que j'utilisais tout à l'heure, mais son action est un peu plus ferme. C'est parfait pour les fils de fort diamètre. Là encore, j'ai fixé des anneaux en chrome. Elle aussi a une action de pointe, mais une action plus forte. Alors moi, je l'utilise avec des lignes assez fortes. J'ai choisi une Maxima de 12 centièmes, et c'est ce qu'il faut pour lancer les gros flotteurs et pour contrôler les gros poissons à distance.
J'ai encore une chose à vous montrer avant de monter le flotteur. Je vais fixer ça là. Ah tiens, on entend déjà les poissons sauter. Et vous remarquerez que les poignées des deux cannes n'ont pas exactement la même longueur. Il y a une différence de 5 ou 6 cm, et vous allez comprendre pourquoi. Quand on pêche près de la rive, on donne simplement une impulsion d'une main et on peut ensuite tenir la canne entre les jambes. Mais pour pêcher à grande distance, on lance à deux mains. Une différence de 5 cm, c'est ce qu'il faut pour moi. Enfin, il faut dire que chacun doit adapter la poignée à sa morphologie. Bon, je vais passer au montage maintenant. D'abord le flotteur. Le flotteur lesté avec un petit œil à la base. Il suffit simplement de passer le fil dans l'orifice. C'est très simple. 5 grammes plus 1. Et je vais donc le bloquer avec de l'équivalent de leur bébé. Ça fera un lest de 0,8 g. Il n'est pas nécessaire de serrer très fort le plomb sur la ligne. En effet, ce n'est pas du plomb et ça accroche très bien sur le fil. C'est facile, on serre avec les doigts. Je vais le mettre dans l'eau pour voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal du tout pour ce lest. Maintenant, il faut placer des plombs sous le flotteur. Et là, je vais utiliser des plombs non toxiques de la marque Milo. Dans cette boîte, il n'y a que des plombs autorisés en Angleterre, d'un poids inférieur à 0,45 g. Tout d'abord, je fixe 2 plombs équivalents au numéro 9. Ensuite, je mets 3 de ceux-ci. Et un numéro 10. Bien, on va voir comment ça se tient dans l'eau. Encore un numéro 8, enfin disons plutôt un numéro 9 ici, et ce sera presque parfait. Bien. À l'extrémité de la ligne, je fais tout simplement une boucle. Il faut toujours humecter le fil avant de serrer la boucle. Ça permet de serrer très fort sans endommager le fil. C'est une simple boucle à l'extrémité. Là, je vais régler la profondeur. Pour commencer, oui, je règle à environ 2 mètres. Alors ici, j'ai donc 3 numéro 8, puis aussi numéro 9, environ 75 cm au-dessus du bas de ligne. Un à 30 cm au-dessus du bas de ligne. Et au bout de la ligne, juste avant la boucle, un numéro 9 et un numéro 10. Il ne faut jamais placer des plombs sur le bas de ligne, parce qu'il s'agit de fils de faible diamètre, qu'il ne faut pas affaiblir. Alors ensuite, il reste bien sûr à attacher l'hameçon. Là encore, un Tubertini série 2 sur un fil de 10 centièmes. Pour attacher l'hameçon, je fais généralement un nœud baril. Il faut passer le fil du bas de ligne dans la boucle,
et l'enrouler ensuite sur lui-même, disons 4 ou 5 tours, ce qui forme une seconde boucle, puis passer le fil dans cette boucle et serrer doucement, sans oublier d'humecter. On coupe ce qui dépasse, et comme ça, le bas de ligne est solidement attaché au corps de ligne. Maintenant, on est prêt pour pêcher. Évidemment, il faut encore amorcer. Tout à l'heure, avec le petit waggler, je lançais des poignées d'asticots, mais maintenant, avec ce gros waggler, je vais lancer des pelotes. On va préparer le mélange. En ce qui concerne l'amorce, chaque pêcheur a ses propres recettes. Ici, j'ai apporté divers sachets que l'on peut trouver dans le commerce. En particulier, Van den Heyne, Lucas, Sensas. Ces dernières années, j'ai surtout utilisé les produits de Sensas. Et là, je vais verser un peu de leur River. Ça donne une pâte assez collante et ça permet d'envoyer les boules à grande distance sans qu'elles explosent avant de toucher l'eau. Je vais essayer aussi un peu de cette nouveauté, le Lucas spécial. C'est une amorce assez légère qui permet d'obtenir un beau nuage d'amorce dans l'eau et qui attire le poisson. Ça sent très bon et je comprends que les carpes se laissent séduire. Et ça, c'est une amorce que j'aime bien, le Sensas Lake. À vrai dire, sur un étang comme celui-ci, je ne suis pas sûr que l'amorce fasse vraiment une grande différence. Mais en tout cas, c'est l'occasion de perfectionner la manière dont on la prépare et de mieux apprécier les qualités de chaque produit. C'est exactement comme ça que ma grand-mère préparait la pâtée pour les canards. Pour humecter l'amorce, ajoutez l'eau par petites quantités. Il faut bien mélanger, bien touiller. Si vous en versez un tout petit peu trop, vous obtenez de la vraie colle, inutilisable. Bon voilà, on peut déjà faire des boules qui tiennent. Un récipient rond, c'est beaucoup mieux pour mélanger, parce qu'il n'y a pas de coin. Une seule pression des doigts et ça tient. Mais dans quelques minutes, la poudre aura absorbé l'eau et le mélange va se dessécher. Il faut donc laisser l'amorce reposer un peu et ensuite on ajoute encore un peu d'eau. Vous voyez, il n'y a pas de grumeaux, le mélange est très homogène, une pression et ça tient. On peut donc placer les boules dans le lance-pierre et les lancer très loin. Aujourd'hui, je vais utiliser un peu de chènevis. Les carpes adorent ça. Elles se précipitent dessus et vont le chercher sur le fond. Je mets une bonne dose de chènevis. Des casters. Vous voyez comme ils sont beaux. Comme amorce de fond, ça attire des masses de poissons. Une belle mesure de caster. Les asticots, je ne suis pas très partisan de mettre beaucoup d'asticots dans l'amorce, parce qu'ils s'agitent beaucoup. Et quand on lance les pelotes à grande distance, il arrive que les asticots les fassent éclater. Donc j'en mets juste un peu pour épicer. Enfin, un peu de squat. Ces tout petits asticots. Et aussi, lorsque l'amorce est dans l'eau, il coule jusqu'au fond, où il reste inerte. Et ils font venir le poisson. Voilà donc ma recette, très simple. Beaucoup d'ingrédients en bonne proportion. Et je vous promets que lorsque tout ça est dans l'eau et sur le fond, le coup s'anime vite. Voilà. On va s'expliquer avec le poisson maintenant. Bien, on est prêt. Première chose à faire, déconnecter l'anti-retour, parce que si je fais un gros poisson, il faut pouvoir donner de la ligne. Un asticot.
Comme je le disais tout à l'heure, un lancer très simple. On relève le pick-up, la canne à deux mains, et voilà, il n'y a pas plus simple. Le bout de la canne sous l'eau, et on donne quelques petits coups. Comme ça fait couler la ligne. Bon, ici, j'ai deux lance-pierres différents. Le premier que je vais utiliser, il s'appelle Tumbling Whopper Dropper. Un drôle de nom, mais c'est comme ça. C'est un modèle classique avec un élastique très fort et une poche rigide. On fait une petite boule d'amorce, on la met dans la poche, et ensuite, on l'envoie. On l'envoie sur le poste. 3 ou 4 boules comme ça, pour mettre le poisson dans de bonnes dispositions. Ce lance-pierre est parfait pour lancer des plottes assez légères. Comme la poche est rigide, on ne risque pas de briser la boule en tirant sur l'élastique. Celle-ci va sûrement se briser exprès pour me faire mentir. Ah ben non. J'envoie 4 boules très facilement. Mais ensuite, je mets ce lance-pierre de côté parce que celui-ci est plus adapté pour lancer de petites boules d'amorce. À chaque lancer. Oui, plutôt que des boules, je fais des petits ballons de rugby que j'envoie derrière le flotteur à chaque lancer. Bien, le poisson n'aime pas attendre. Et j'envoie une autre boule d'amorce. Ah, ça y est. Je l'ai manqué ou bien? Non, il est tout petit. C'est pas une carpe, ça c'est sûr. Ah, ça y est. Ouais, c'est un poisson rouge. Il y en a beaucoup par ici. Et même des milliers sur cette pièce d'eau. Mais en tout cas, c'est un beau poisson. Regardez-moi ça comme il est vif. Quand il y en a une pleine bourriche, c'est spectaculaire. Mais pour eux aussi, il y a un ordre hiérarchique dans les temps. Il arrive qu'un banc de ces poissons, un banc de carassins ou disons de gardons, semble bien installé sur les amorces. Mais tout à coup, ils disparaissent sans crier gare. Ils ne sont pas partis parce qu'ils s'étaient rassasiés, mais tout simplement parce que les carpes viennent d'arriver sur le poste et qu'elles les ont chassés. Ah, manqué là. Vous remarquerez la vitesse de récupération de ce moulinet. Je crois que ce modèle avale environ 80 cm de fil par tour de manivelle. Et c'est ce qu'il faut pour pêcher à distance. Les modèles capotés sont parfaits pour les petites distances. Mais quand on lance loin, il faut un moulinet très rapide. Une chose importante, quand on pêche comme ça sur le fond, avec de l'amorce qui concentre le poisson sur le fond, il faut que l'èche soit légèrement animée en permanence. Il faut donner de petits coups pour la mettre en mouvement, pour la faire décoller du fond. Comme ça, le poisson engame souvent quand elle retombe. Ah, une belle petite carpe.
Cette canne est beaucoup plus puissante que l'autre. Et comme j'ai renforcé les corps de ligne et le bas de ligne, je n'ai pas à exercer beaucoup plus de pression sur le poisson que tout à l'heure. Et comme je pêche à une distance beaucoup plus grande, je risque nettement moins de casser au départ du poisson. Dans la mesure où il y a plus de fil, le choc est mieux absorbé. Oups. Oui, une petite carpe. Allez. Sors ta tête de l'eau. Beau petit poisson, hein. Vous voyez ça? Il ne faut jamais se relâcher avant que le poisson ne soit dans l'épuisette. Et voilà un poisson en pleine forme. Une carpe royale, parfaite. Toutes les nageoires en place. Enfin, je veux dire toutes les écailles. Eh bien, on dirait que notre coup commence à être bien fréquenté. Maintenant, je vais essayer de piquer 2 asticots rouges sur l'hameçon. On va voir si on peut accrocher quelque chose d'un peu plus gros. Vous remarquerez un petit problème sur le fil. Il se trouve que les plombs se sont espacés. C'est dû au lest de la base du flotteur. Au lancer, il a tendance à écarter les plombs. Il faut toujours s'assurer qu'ils sont rapprochés parce que sinon, on risque fort la perruque. Et même une sacrée perruque. Mieux vaut éviter, hein. Ouais. Bon, ben, je continue à amorcer. Il faut s'efforcer d'entretenir le coup en permanence. À propos, ce lance-pierre, vous ne le trouverez pas dans le commerce. À vrai dire, je l'ai pas mal bricolé. Il s'agit d'un modèle classique qui existe depuis pas mal de temps. Mais pour pouvoir lancer de très petites boules, j'ai nettement rogné les bords de la poche. Et quand on met dedans une boule d'amorce, ou du moins un ovale, et qu'on tire comme ça, sur l'élastique, la poche se plie légèrement et ça maintient parfaitement la boule. Comme ça, elle ne risque pas de tomber et on peut lancer avec plus de précision. Bon, je le répète une fois encore, hein, pour faire une bonne pêche, il faut amorcer en permanence. Surtout dans un étang comme celui-ci, parce que les poissons qui sont sur votre cou ont vite fait d'aller voir chez le voisin si vous négligez d'amorcer. Ils partent tous systématiquement sur la gauche. Et pas sur la droite, hein, parce qu'ils savent que le passage est par là. Allez, sors des algues. Ah, voilà, il vient. Non, il n'est pas encore prêt. Ah, c'est un hybride. Allez, viens. Un beau poisson, là. Superbe, parfait. Un beau spécimen. Eh ben, au moins, le temps a tenu aujourd'hui. Il a fait beau. C'était un peu nuageux tout à l'heure. J'ai bien cru qu'il allait pleuvoir. Mais non, les nuages ont disparu. Oh. Ah, il est raté, celui-là. Il s'est décroché.
Encore une boule d'amorce. Eh oui, c'est bon. Encore une carpe. Elle est partie sur la droite pour changer. Plus on attrape de poissons, plus on prend confiance dans son matériel et on peut donc forcer un peu plus. Les premiers poissons, les travaillent en général beaucoup plus. Oh, allez, 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 allez. Ah non, il n'est pas encore prêt. Les plombs se sont encore écartés. Beau poisson, ça. Il est beau, hein. Ah non, pas encore prêt. Cette canne est quand même assez puissante, hein. Elle a pas mal de puissance dans sa partie centrale. Et si le poisson décide de mettre un coup de rein, et là justement, il a fait un départ de quelques mètres, elle absorbe le choc et sur le moulinet, l'anti-retour n'est pas enclenché. Ça permet de rendre un peu de fil afin d'éviter toute tension excessive du bas de ligne. Cette fois, on entend chanter la ligne. Oui, viens me voir, ma belle. Une miroir. Ah, elle est belle, hein. Elle est très différente de la royale, voyez? Poisson de toute beauté, ça. Ah, je commence à fatiguer. J'allais oublier de mettre une èche. Je vais mettre 2 asticots frais. Ah non, je vais plutôt essayer un casteur. J'en mets bien dans l'amorce, pourquoi pas sur l'hameçon. Encore une touche. Oh, celui-là est plus gros. Nettement plus gros. À moins que j'ai accroché. Non, c'est le départ du poisson. Quand on pêche loin de la rive, le plus souvent, le poisson part de côté, vers la gauche ou la droite, et celui-ci a foncé sur la gauche. Et il continue. Faut donner du fil. J'ai l'impression que c'est le plus gros de la journée, hein. Les grosses carpes, c'est extrêmement coriace. Elles se laissent pas faire, hein. Elles n'abandonnent pas facilement la partie. Ah non, un peu de fil. C'est tout un problème de les faire décrocher du fond. Allez. Les carpes de ce type, même quand elles sont pas très grosses, ont une force insoupçonnée. Et par conséquent, il vaut mieux se montrer prudent, hein. Oui, c'est vrai. Maintenant, elle revient. Elle essaie de reprendre des forces, hein. Il y a peu d'obstacles sur le fond ici. Elle s'accroche bien. La voilà qui repart. Oh. Elle n'est pas encore prête. Non. Patience.
C'est pas un concours et ça sert à rien de brusquer les choses. On a tout notre temps et mieux vaut y aller doucement. Elle se défend bien et la canne pond un maximum. C'est vraiment incroyable la puissance que peuvent avoir ces poissons. Allez, je vais finir par m'énerver, moi. Allez, viens. Le tout, c'est quand même de garder le contrôle, hein. Oh, ce qu'elle est belle. Oula, le gros remous. On dirait qu'elle est de plus en plus déterminée. Mais non, je la tiens. Elle revient, elle revient. Ah, elle va se montrer. Oh, superbe. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Mais non, mais quel poisson. Allez, dans l'épuisette. C'est vraiment la plus belle de la journée, hein. Ce sera difficile de faire mieux. Oh, sur le bout du nez. Ça fait plaisir à voir. Vraiment la grande classe, hein. Ah, la bouche pleine de mucus. Une carpe de toute beauté. Une vraie splendeur. Peut-être 3 livres et quelques. Un paquet de muscles. Un vrai corps d'athlète. Une queue large, puissante. Regardez-moi cette queue. Elle donne un coup, elle prend 20 mètres de fil. Je vais la mettre très doucement dans la bourriche. Encore une. Ah, ça c'est un tout petit. C'est incroyable. C'est la fin de mon amorce et des asticots. Et la plus petite prise pour terminer. Mais faut pas se plaindre, hein, la journée a été belle. J'ai toujours du mal à évaluer le poids total d'une bourriche. Peut-être 30 ou 40 livres de poisson. On a pris quelques superbes carpes, des carassins dorés également, très beaux, quelques hybrides d'une livre et demie. Bien sûr, il faut dire qu'un étang comme celui-ci est vraiment bien entretenu et extrêmement poissonneux. Bon, aujourd'hui, nous avons vu 2 méthodes de pêche au waggler. Et à vrai dire, 2 méthodes opposées. D'abord, avec un waggler en plume de pan très léger, on a amorcé à l'asticot et on a pêché à la descente. Ensuite, on a utilisé un gros waggler de 6 grammes et on a pêché loin de la rive avec des boules d'amorce contenant des casters et du chène-vie. Et dans les 2 cas, on n'a pas eu à se plaindre des résultats. Ça, on peut le dire, hein. Une journée comme ça, c'est vraiment idéal. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on trouve de plus en plus d'étangs comme celui-ci. C'est parfait pour tester le matériel et aussi pour prendre du poisson. Après tout, c'est le but de la pêche, non? Bon, maintenant, on va remettre ces poissons à l'eau et on va voir ce qu'on a attrapé. Ça, on peut dire que c'est une belle bourriche, hein. Je crois qu'on n'est pas loin des 30 livres. Regardez-moi ça comme c'est beau. Vraiment une belle journée de pêche.